Bonjour à tous. À Inchoseta, lors des entretiens du logement, nous avons l'habitude de parler des liens entre logement et emploi et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités pour évoquer ce sujet lors de ce studio. Je vais vous laisser vous présenter et peut-être nous dire, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce qui fait le lien entre logement et emploi et comment vous le vivez sur votre territoire. Peut-être Naïma, on commence par vous. Avec plaisir, donc Naïma Selouane, je suis la présidente de la délégation des femmes chefs d'entreprise du Pays Basque, entrepreneur par ailleurs dans la tech et la finance à impact. Donc je suis ravie d'entamer cette thématique auprès de vous et je vais laisser aussi mon voisin se présenter pour aborder la thématique ensuite. Merci Naïma. Jean-Baptiste de Senlis, je suis directeur général de Claircienne, une entreprise sociale pour l'habitat, filiale de 3F et d'Action Logement. Et on œuvre particulièrement sur la Nouvelle-Aquitaine et la Gironde. Alors effectivement, sur le sujet de l'emploi et de l'habitat sur le territoire, donc territoire Pays Basque, que je connais un peu plus, il y a un vrai sujet notamment sur l'employabilité de personnel et de pouvoir les loger, notamment sur des activités saisonnières, puisque c'est des activités assez importantes sur ce territoire, mais pas que, notamment dans les domaines industriels ou dans les domaines même de la tech, où aujourd'hui les talents pour les recruter ont besoin d'être logés, manque de logements en capacité de les recevoir et en tout cas d'assumer les loyers qui arrivent derrière. Donc il y a vraiment ce sujet aujourd'hui sur le territoire pour lequel certains acteurs privés se mettent même aujourd'hui à trouver des solutions de logement pour leurs employés. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Point d'interrogation. Néanmoins, des actions se mettent en place sur le territoire. Mais on a un réel problème, et on le répète depuis plusieurs années aujourd'hui, c'est comment faire vivre nos entreprises si derrière nous n'arrivons pas à employer, en tout cas à loger le personnel que l'on emploie pour les garder durablement au sein de nos structures. C'est un vrai sujet et je suis ravie d'être ici présente aux entretiens d'Inchoseta pour, en tout cas aux rencontres d'Inchoseta pour répondre, en tout cas apporter un éclairage et construire ensemble peut-être un avenir meilleur sur ce sujet lié à l'emploi et le logement. Et on voit, alors c'est très bien de pouvoir avoir les deux facettes, puisqu'on a le côté employeur, effectivement, et puis le côté bailleur. Et il y a des choses quand même qui se mettent en place sur le territoire, et notamment le lien privilégié avec Action Logement, qui fait que les salariés sont une cible particulière pour la Claircienne. Oui, bien sûr. Alors pour les filiales d'Action Logement, effectivement, c'est vraiment l'ADN, la relation emploi-logement. Ce que vous soulignez, effectivement, c'est que c'est fondamental pour l'attractivité, mais aussi l'inclusivité des territoires, pour soutenir les dynamiques économiques et globales. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière, puisqu'on est quand même dans un cycle pénurique. On a quand même une somme de vents contraires qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal d'accompagner ces dynamiques sur des territoires qui ont besoin de satisfaire des besoins, qui sont très nombreux. Et on est quasiment dans une situation de choc de sous-offre aujourd'hui. C'est vraiment ça la réalité que vous constatez et qu'on constate globalement, avec un nombre de demandeurs qui augmente fortement, et aussi par des jeux plus globaux de marché, avec des attributions qui baissent, puisque les gens restent plus longtemps dans le logement social, puisqu'il n'y a pas de sortie vers l'accession, plus difficilement. L'accession a un couple prix-financement difficile, le logement privé est souvent cher, et le logement social n'est pas assez important pour satisfaire à ces besoins-là. Donc c'est une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui s'intensifie, et qui montre à quel point on a besoin effectivement d'avoir des raisonnements d'aménagement du territoire, d'avoir des raisonnements globaux, pour qu'on ait des politiques finalement du logement qui soient plus systémiques, qui s'inscrivent sur un temps plus long, et dans lequel on ait vraiment des moyens de pouvoir accompagner des vrais projets de territoire, des vrais projets territoriaux, et de satisfaire effectivement aussi aux besoins économiques du quotidien. Alors, en préparant ce studio, on a aussi parlé du coup de freinage du développement économique. Est-ce que du coup c'est une réalité dans le Pays Basque? C'est une réalité sur le territoire du Pays Basque. Pourquoi? Ne trouvant pas de logement pour héberger, ou en tout cas que les employés qui travaillent, qui ont des revenus, ne puissent pas se loger et payer des loyers décents pour un habitat décent, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, ça devient une contrainte. Et finalement, on parle beaucoup de durabilité, de RSE, de tous ces sujets sociétaux et environnementaux. Mais pour garder des employés motivés, des salariés, des collaborateurs motivés et rester au sein d'une structure pour l'amener et la faire grandir sur le plan économique et faire vivre le territoire de différentes typologies d'économie, il faut bien motiver les collaborateurs,
qu'ils aient un logement qui soit décent pour être contents de venir au travail en étant le soir, en rentrant, être satisfaits du lieu dans lequel ils habitent. Or, on constate, et notamment dans des périodes de saisonnalité, donc l'été, attractivité donc, du territoire par le tourisme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des activités touristiques. Ces activités touristiques ont un besoin important de recrutement pendant une période donnée, donc qui est limitée. Donc, il y en a certains, ils en reviennent à dire est-ce que vous avez déjà un logement avant d'embaucher la personne? Est-ce que vous habitez sur la ville ou à un territoire, à un maillage de kilomètres qui soit suffisant pour arriver à l'heure, pour pouvoir être là quotidiennement? Parce que sinon, il y a de l'abandon de l'emploi. Et cet abandon de l'emploi a une conséquence économique sur l'entreprise. Et je trouve qu'également, au niveau employeur, on a un manque de connaissance du tissu locatif existant sur nos territoires pour proposer à la location ou à la propriété ou à l'accession, enfin voilà, des logements pour pouvoir héberger et en tout cas qu'il y ait une décence économique et sociale des collaborateurs. Donc moi je suis plus sensible à cela, à se dire mais comment en tant qu'entrepreneur on peut avoir accès à ce parc locatif existant sur des temps donnés pour pouvoir effectivement économiquement se dire voilà, je suis sereine, je peux avoir un plan de recrutement serein parce que je sais que derrière, si je trouve les talents qui soient d'ici ou d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément tous les métiers sur le territoire, de pouvoir faire appel à cette connaissance qui va me permettre à moi de croître et finalement de ne pas être pénalisée économiquement, parce que c'est de ça dont on parle aussi, mais qu'en même temps, je puisse être satisfaite du parc locatif qu'on peut me mettre à disposition, le temps que mon collaborateur puisse demain faire sa propre vie, mais tout en restant au sein de mon entreprise ou une autre, parce que c'est aussi ça, la vie d'un collaborateur, c'est de lui permettre de s'émanciper professionnellement parlant. Et dans cette émancipation, si le logement ne fait pas partie de cette stratégie d'émancipation, ça ne peut pas marcher. Pour moi, comme je le disais, quand on l'a préparé, c'est un bien commun, le logement. C'est un socle qui fait partie d'un tout. Donc, à partir du moment où on n'est pas bien dans ses baskets, si je puis me permettre le terme, on ne peut pas être bien au travail, on ne peut pas être bien avec les personnes avec qui on vit. Donc, c'est tous ces sujets-là sociétaux qui viennent finalement... pour moi, le logement est un élément crucial à l'émancipation d'une personne, qu'elle soit étudiante, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'elle soit personne âgée, personne physique actif ou pas actif, aussi parce que souvent, on sort du système d'actifs parce qu'on n'a pas l'habitat qui va, donc on se désolidarise du travail à cause de cela. Et ça, c'est pas supportable. En fait, et on en revient aussi au trajet, de faire 1 heure de trajet par jour matin et 1 heure le soir d'un point A à un point B, donc de son logement à son point de travail, peut être usant dans le temps. Et effectivement, il y a peut-être ce réaménagement du territoire, réaménagement aussi de l'emploi sur le territoire pour rendre ces temps de circulation, en tout cas de déplacement, je ne parle pas de Paris où il y a le métro, il y a les transports en commun, mais sur des territoires comme ici, on est sur un territoire local, et ne serait-ce que depuis Bunus jusqu'à la côte, il y a bien plus d'1 heure de trajet. Et encore, je ne parle pas des heures de pointe quand on arrive à la périphérie du ce qu'on appelle le BAB, Bayonne, Biarritz, Anglet. Enfin, ce sont pour moi des sujets importants. Et le logement est un bien commun, est un droit commun et est crucial finalement dans la vie économique d'un territoire. Ce qui est bien, c'est qu'on partage de plus en plus ce constat-là. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, ça te fait de plus en plus corps et force. Je veux juste revenir sur une enquête qui a eu lieu par Sophia Pipsos avant l'été, qui constate auprès de 1000 salariés qu'il y a entre 20 et 30% des salariés qui déclarent avoir ou refusé une offre d'emploi qui leur convenait, ou alors même quitté leur emploi parce que l'adéquation emploi-logement ne convenait pas. Mais c'est aussi les conséquences familiales. Ces mêmes salariés déclarent aussi dans les mêmes proportions avoir ou retardé leur mise en couple, ou même renoncer ou retarder des projets d'enfants. Donc on voit effectivement vraiment que c'est un vrai projet sociétal en fait. C'est un projet sociétal global, où nous, notre rôle, c'est bien sûr de proposer des parcours résidentiels qui soient au croisement de ces parcours de vie et de ces parcours professionnels. Alors on le fait parce qu'on propose très tôt des résidences en structure avec des résidences pour jeunes actifs, des résidences jeunes travailleurs, avec des résidences hôtelières à vocation sociale pour les saisonniers dont vous parliez, puis après du logement social, du logement intermédiaire qui est important aussi parce qu'il y a des parcours résidentiels dynamiques, il faut pouvoir accueillir aussi ces personnes-là, et c'est aussi une manière d'enregistrer de la fluidité,
de l'accession. Alors, Action Logement Service fait aussi des aides directes auprès des salariés. Je crois que c'est plus 700 000 l'année dernière, dont près de 200 000 qui sont uniquement pour des salariés en mobilité ou en recrutement. Donc on voit qu'il y a des dispositifs qui existent, mais il y a un moment, on est quand même confronté à un problème d'offres disponibles. Et il y a un moment, effectivement, il va falloir qu'on relance cet effort de programmation des logements, là où ils sont utiles, là où ils sont nécessaires, comment on les programme, comment on les fait économiquement responsables, écologiquement responsables. Mais il faut qu'on réinterroge quand même cette capacité à programmer le territoire, sa façon de fonctionner, parce que sinon, effectivement, on bloque le système. Et quand on bloque le système, on détruit de la valeur. Et je pense aussi aux travailleurs clés, des travailleurs essentiels aujourd'hui, qui font fonctionner la ville, mais qui font fonctionner le quotidien, dont on a tous besoin. Et aujourd'hui, on ne voit pas vraiment les réponses qu'on leur apporte. Nous, Clerciane, on a une convention avec le CHU de Bordeaux, par exemple. On voit à quel point, et ça rejoint votre questionnement sur l'accès à l'information, le fait d'être en dialogue, le fait d'expliquer les fonctionnements, le fait d'apporter des offres, et de s'assurer que les offres vont être au plus près du lieu de travail pour des personnes qui ont des ressources moyennes, des horaires décalés, et qui ont besoin effectivement d'avoir ce couple le plus pertinent possible, on arrive à redébloquer des choses. Donc on voit effectivement que c'est vraiment un dialogue très local, mais on a quand même besoin d'une vraie stratégie aussi nationale, en tout cas des vraies capacités à faire nationales, capacités aujourd'hui qui sont quand même assez érodées. L'ensemble des acteurs aujourd'hui se mettent quand même en retrait par rapport à l'accompagnement des besoins, parce que financièrement, il faut pouvoir l'accompagner et le supporter. Donc on est sur une question de soutenabilité aussi, alors que pourtant, globalement, on va générer de la richesse, on va soutenir l'emploi, et on va pas, bien sûr qu'il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de réindustrialisation s'il n'y a pas les logements pour les salariés. Donc c'est reprendre tout ça. Et on a un petit avantage quand même dans cette crise, c'est qu'avant on avait plutôt des politiques nationales qui poussaient, des politiques locales qui s'interrogeaient, voire qui se mettaient légèrement en résistance. Finalement, les élus locaux aujourd'hui s'aperçoivent que cette offre qui manque au quotidien, elle est essentielle pour le fonctionnement de leur territoire. Et on a plutôt des élus qui reviennent vers nous spontanément en disant « mais il faut que vous nous accompagniez, on a un terrain, on a un bâtiment ancien, on a besoin de vous ». Et c'est vraiment ce moment-là, aujourd'hui, on a besoin de moyens pour pouvoir accompagner ces territoires qui sont en situation de devoir continuer d'accompagner les territoires. Ces territoires en tension, moi si je regarde la géographie de notre territoire, elle n'est pas extensible. On a d'une face la façade atlantique, d'un autre les montagnes, et finalement pousser des murs, ça va être compliqué pour densifier des besoins de construction aussi. Donc il y a aussi repenser la géographie, ça a été dit tout à l'heure lors des tables rondes, il faut en tenir compte de sa géographie, de la spécificité des territoires. Néanmoins, nous sommes un territoire attractif sur une période de l'année. Les saisonnalités, on est comme sur des zones très touristiques, bien qu'il n'y ait pas que l'activité touristique, mais c'est comme l'activité qui embauche le plus pendant une période de l'année et beaucoup en vivent. Or, cette tension immobilière et manque d'habitation pour pouvoir héberger, ou en tout cas que les gens puissent se loger, a vraiment des conséquences, mais qui ne touchent pas que le tourisme. Dans le milieu agricole, c'est pareil. C'est-à-dire que comment on fait aujourd'hui pour loger l'ensemble des collaborateurs, des salariés ou des actifs, et même des entrepreneurs, parce qu'on parle, mais finalement, c'est toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui. Et il y a un sujet qui est important aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de couples séparés, de monoparentalité, et ce besoin de logement frappe de plus en plus, ce manque de logement des femmes aussi, qui ont besoin de se loger pour travailler et assumer le foyer. Donc il y a tous ces sujets-là qui viennent finalement se succéder, qui deviennent finalement des freins à l'émancipation, au développement économique d'un territoire. Et je suis convaincue qu'en mettant toutes les personnes autour de la table à discuter, parce qu'il existe des appartements ou des biens fermés pendant l'année, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Il y a des habitations qui demandent effectivement à être réhabilitées, parce qu'elles ne sont plus en mesure de recevoir du public, si je puis me permettre le terme, parce que ce n'est plus habitable. Mais comment rénover ce parc existant pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui sont en recherche de logement. Et puis, à un moment donné, peut-être aussi, et je suis assez d'accord avec ça, c'est mettre tout le monde autour de la table et un peu en mode start-up, si je puis me permettre le terme, et de travailler de manière agile à construire ou à co-construire des formes d'habitat qui soient pas figées probablement dans le temps, mais évolutifs dans le temps. Parce que peut-être que les modèles existants jusqu'à présent, où on achetait une maison, un appartement, un prêt sur 30 ans, sur 25 ans, sur 20 ans, ça oblige d'une certaine façon, même s'il y a des ventes qui se font, etc. Mais inconsciemment, on le voit bien, les gens durent. Et est-ce que ce ne sont pas des modèles à faire évoluer, parce qu'on ne reste plus aujourd'hui 30 ans dans le même métier,
c'est plus vrai. On est beaucoup plus mobile et de pouvoir permettre cette mobilité, est-ce que finalement l'habitat ne doit pas suivre cette mobilité Donc pour moi, l'habitat, en tout cas le logement, est l'élément essentiel dans la vie et dans la construction d'une personne. Quelques réactions, parce qu'effectivement, c'est vraiment des sujets extrêmement importants. Rappelez quand même que le CNR a donné quand même beaucoup de pistes qui ne demandent qu'à être mises en œuvre, qu'il y a beaucoup d'initiatives locales aussi. Par exemple, Claircienne accompagne de l'habitat temporaire sur des zones qui sont en attente de construction, donc de l'urbanisme transitoire. Voilà, on essaye de toujours valoriser au maximum, dès qu'on a l'occasion de travailler un sujet, de lui donner le maximum de valeur ajoutée. Et puis effectivement, la question, vous l'avez abordée, du desserrement des ménages. Je crois que c'est 37% des ménages qui sont composés de personnes seules, ce sera 43% dans une vingtaine d'années, et aujourd'hui on a moins de 20% de T1, T2. Donc ça réinterroge aussi la typologie. Donc on a effectivement vraiment besoin de repenser ça, et d'avoir de la vision, et de la vision partagée, effectivement, pour relancer aussi un peu pour relancer l'espoir. Vous parlez d'émancipation, on parle de logements qui doivent devenir un bien de première nécessité, donc c'est pas un bien comme un autre, hein. C'est pas un bien dont on fait ce qu'on veut, dont on peut le soustraire à la résidence principale pour en faire un meublé de touriste, etc. Ça réinterroge quand même vraiment la fonction qu'on lui donne. Et la fonction, c'est bien de loger des personnes qui organisent la vie de la cité, qui organisent la vie d'un territoire. Donc c'est arriver à se recentrer sur ces besoins essentiels, même s'ils ne sont pas exclusifs bien sûr, et d'autres formes d'utilisation peuvent exister, mais en bonne intelligence et peut-être dans un second temps. Donc voilà, effectivement, il faut reposer les bases d'un développement harmonieux, effectivement, et qui laisse la place à tous. Merci beaucoup à tous les deux. On voit que l'échange démarre seulement et qu'effectivement, il faut mettre toutes les parties prenantes autour de la table et continuer le dialogue effectivement entre le développement économique du territoire, la production de logements et puis les élus voilà, qu'on ne pouvait pas avoir là aujourd'hui, mais je pense que ça donnera lieu sûrement à une table ronde l'année prochaine lors des entretiens. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à vous pour votre participation. Merci à vous de nous avoir invités. À bientôt.